Bonjour. Ça a commencé comment pour vous, l'histoire des 30 dernières minutes? C'est venu comme une possibilité d'avoir un vecteur d'expérimentation? C'est-à-dire qu'à l'époque, on travaillait avec Jean-Luc Delarue sur une émission qui s'appelait C'est l'heure, c'est toujours là. Ouais. Et il s'avère que la deuxième partie de cette émission, qui s'appelait C'est toujours l'heure, fonctionnait un peu moins bien au niveau de l'audience de France Télévisions. France Télévisions a supprimé cette deuxième partie et en échange a dit voilà, si vous pouvez nous faire une petite émission rigolote en remplacement de ça, mais pas au même horaire, etc. Nous, on est preneurs. Donc Jean-Luc nous a dit voilà, j'ai ça en main, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Donc c'était plutôt cool. Donc il était d'abord question d'un magazine. Nous, c'était pas trop notre truc, le magazine. Donc avec Cad, on s'est vraiment battu pour pas pour l'imposer, mais en tout cas pour dire voilà, une sitcom, ça nous semble être une bonne idée. Autour de la télévision, ça nous semble aussi être une bonne idée. Et avec Florian, Tania et toute la bande, et Christophe Janin, on a réfléchi donc à cette sitcom des 30 dernières minutes, les 30 minutes avant une émission de télévision. Et ce qui nous a permis effectivement d'expérimenter plein de choses et de se lâcher complètement, puisque ça passait à minuit, 1h du matin, des horaires improbables. Et c'est aussi pour ça, je crois que c'est l'horaire qui a fait aussi le succès de la série. C'est que les gens avaient l'impression de voir quelque chose d'inhabituel et il fallait attendre le samedi, souvent tardivement, pour tomber dessus, quoi. Vous pensez que ça a aidé votre carrière au niveau de notoriété ou plus au niveau de façon de travailler, mais pas vraiment au niveau de notoriété? Notoriété, non, parce que je pense que ça a touché très peu de gens et en même temps, nous, on a toujours travaillé comme ça. C'est-à-dire que nous, sur WeFM, on s'est fait connaître sur une petite radio parisienne, mais en même temps, ça a créé une certaine notoriété, ça a créé un cercle autour de nous, autour de l'humour qu'on défendait, et les 30 dernières minutes aussi. Ça nous a permis de créer notre propre univers et de monter l'édifice brique par brique, quoi. Mais ça nous a surtout appris à faire de la télévision, à faire du sitcom, de la fiction, à écrire de semaine en semaine, à trouver des gags, à jouer, et puis d'avoir aussi un bon réalisateur aux fesses qui était Christophe Janin, quoi. Vous aviez la sensation de travailler à un rythme américain sans en avoir le centième ou le millième des moyens? Oui, c'est ça, oui, on avait l'association de faire que ça, oui. On ne faisait que ça. Il n'y avait vraiment que le week-end, et encore, on travaillait le samedi parfois, donc, mais c'était génial. Enfin, je veux dire, voilà, on travaillait dans les locaux même de Réservoir Prod, on n'avait pas de décor, il fallait les trouver, improviser, on n'avait pas d'argent, ou peu, il fallait se débrouiller, mais c'était génial. Moi, c'est comme ça que je vois la télé, en tout cas. Vous pensez qu'un jour vous aurez moyen de pression sur Delarue pour faire sortir des DVD ou... Alors c'est pas un moyen de... Déjà non, j'ai pas cette prétention d'avoir un moyen de pression sur Delarue pour ça. C'est juste une question de droit. C'est-à-dire que on utilisait à l'époque, je sais pas comment et pourquoi, mais des musiques de films, d'accompagnement sur la sitcom qui sont très chères. Il faudrait donc, pour que la série puisse sortir en DVD, il faudrait remixer. Malheureusement, alors je vais rentrer un peu dans la technique, mais on n'a pas eu l'opportunité de sauvegarder les pistes son séparées de la série. C'est-à-dire que il faudrait, toutes les parties où il y a la musique, il faudrait reposynchroniser les dialogues. Donc c'est très compliqué. Alors soit c'est de l'achat de droits, donc Jean-Luc décide d'acheter les droits de certaines musiques comme La Rançon ou comme Mission Impossible, où là ça coûte... Mais tout est possible. Ou alors trouver un système qui nous permette d'amoindrir la musique, de la remplacer par une autre, ou alors de post-synchroniser, de retrouver... ça me paraît très compliqué. Maintenant, peut-être sortir 5-6 épisodes seulement, qui n'ont pas beaucoup de musique, sortir la totalité des 24, ça me paraît compliqué. Ouais. Maintenant, bon, peut-être que les nouvelles techniques nous permettront de pouvoir le faire bientôt, je sais pas. Vous avez revu la série dernièrement? Je la revois, je revois un épisode à peu près une fois tous les 2 mois. Parce que moi j'ai la chance d'avoir les cassettes à la maison des 24, et donc je prends, je picore, puis une fois de temps en temps je fais allez tiens, ça je me souviens de ça, c'est un bon souvenir, et je le regarde avec mon fils, ma fille, et je me marre, et je regarde l'évolution de notre travail aussi, l'évolution de l'humour, de notre jeu, et ça reste un super souvenir pour moi. D'accord. Justement au niveau de votre travail, vous n'avez pas l'impression d'avoir un humour qui touche pas vraiment le plus large public? C'est un petit peu une forme américaine avec un fond anglais non sensique. Vous n'avez pas l'impression de manquer un grand public, ou c'est justement des... C'était l'époque qui voulait ça. C'est-à-dire que lorsqu'on démarre, aussi bien à la radio qu'à la télévision, nous on avait notre centre d'intérêt premier qui est le non-sens, l'absurde, le décalé, et on l'a pratiqué pendant de nombreuses années avec Cad à la radio et à la télévision. Et maintenant on essaye justement
comment dire, on essaye à travers un vecteur plus grand public, à travers des films plus grand public, on essaye de faire passer cet humour-là. C'est-à-dire, on est obligé de l'enrober. On ne peut pas arriver comme ça, brute de pomme, en disant, vous allez voir, le public français n'est pas encore trop habitué à ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que c'est pas un public intelligent, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est-à-dire que les comédies françaises ne pratiquent peu ce genre d'humour décalé. Les nuls l'ont fait, les Américains le font, à travers Ben Stiller et toute l'école du SNL et compagnie. Nous, on l'a pratiqué sur Comédie aussi. Maintenant, on essaye de le faire. Je veux dire, moi, dans le projet du film que je suis en train de faire là, c'est un film grand public populaire, mais néanmoins, il y aura ce côté décalé. Mais voilà, il faut y arriver, mais doucement. On ne peut pas imposer ça aux gens du jour au lendemain, parce que c'est... nous, ça nous fait rire, mais le but, c'est de nous faire rire, nous, qu'on prenne du plaisir, mais c'est aussi d'essayer de toucher un large public. Votre carrière sur Canal, vous la regardez comment? Avec l'Hyper Show qui se... L'Hyper Show qui s'est arrêté tôt, mais en même temps, ça nous a permis... Ce qui est génial dans l'Hyper Show, c'est que c'est une émission qui n'a pas du tout marché, qui s'est arrêtée rapidement, mais tous les sketchs qui sont passés dans l'Hyper Show, peu de gens les ont vus. Et lorsqu'on a fait le DVD de l'anthologie, avec tous les sketchs de l'Hyper Show, bah, le DVD a été un carton. Et les gens nous ont découverts. Il y a plein de gens qui nous ont découverts à travers ces sketchs-là. Et moi, je dis, bah super, génial. Parce que comme ça, voilà, ça nous permet de... Finalement, on n'a pas eu besoin de refaire des sketchs à ce moment-là. Donc, non, mais ça reste une fois de plus de... Et samedi soir en direct? Samedi soir en direct, c'était génial, mais trop cher. Question de budget, quoi. C'était c'était la Rolls-Royce de l'humour. C'était l'adaptation du SNL en France. Et ça coûtait trop cher. Donc on en a fait 4. Mais alors, dans ces 4-là, il y a des sketchs qui tournent sur Internet, et c'est génial, et qui sont cultes, et que les gens adorent. La partouze, l'argent en masse. Et c'est génial, quoi. Ça participe aussi à ce que les gens nous suivent et continuent de nous aimer. Alors, une question qu'on pose toujours au groupe comique quand ils ne travaillent pas ensemble. Vous avez retravaillé avec Cad en tant que Cad et Olivier? Alors, en tant que Cad et Olivier, oui, enfin... Disons que notre carrière continue en tant que Cad et Olivier, maintenant de chaque côté de la caméra, mais ça c'est un vœu qu'on avait depuis le départ, depuis 91. On avait toujours eu envie de réaliser et lui de jouer, donc là on y arrive. Là on va y arriver pour la première fois, là sur ce film-là, sur Safari, où j'ai écrit, je réalise, et je co-écris, je réalise, et Cad va jouer. Donc, alors après on a d'autres projets ensemble à l'écran, c'est Cad qu'on a envie, presque plus que moi. Cad m'a dit non, il faut qu'on fasse un film tous les deux, j'ai envie, j'ai une idée et tout, donc c'est en développement. Mais là on a du pain sur la planche. Il y a la carrière de Cad qui lui prend du temps. Moi il y a ma carrière aussi de réalisateur qui commence à me prendre du temps. Après Safari, j'ai d'autres projets sans Cad. Voilà, on va se retrouver, mais on est toujours ensemble finalement. C'est bien, ça répond à une de mes questions. Est-ce que c'était conscient de donner la part belle à Cad au niveau du jeu et bien sûr, toujours. Ça a été c'est même pas un deal, on n'en a jamais parlé. Ça s'est fait naturellement, quoi. Je veux dire, quand on était sur Comédie, il fallait à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui reste en plateau pour faire gérer l'émission, lancer les trucs, etc. Et puis, il fallait qu'il y en ait un qui fasse le clown. C'est l'Auguste, c'est le clown blanc, c'est la recette des duos comiques en général. Donc vos rapports sont toujours bons malgré que Cad surfe sur des... sur un César et sur plein de succès. C'est génial parce que, en même temps, aujourd'hui, voilà, moi je fais mon deuxième film. Il va être vedette de ce film, et peut-être que sans lui, ce film n'aurait pas pu se faire. Donc, tout va bien, tout va bien. Vous avez joué avec Jean Lefebvre dans Super Papy, vous cherchez toujours la cassette? Je cherche toujours la cassette, introuvable, mais de toute façon la cassette, c'est pas sorti en DVD ce truc-là, donc je pense que c'est à l'INA ou au CNC, je sais pas. Mais ouais, putain, j'aimerais tellement voir ça, cette scène. J'ai joué un gendarme avec des ailes dans le dos, au paradis, qui arrête Jean Lefebvre. C'est quand même... C'est culte, ça. Ah, comme quoi on arrive à tout, au final. Mais oui, bien sûr. Et à quand les règles du Camoulox? Mais elles existent, hein. Elles existent, les règles. C'est-à-dire que l'avantage du Camoulox, c'est qu'on invente chacun. Chacun peut inventer les règles du Camoulox. À sa sauce, il y a juste quelques trucs à tenir quand même. Il y a les cartes mystères, il y a les interdictions de jouer, et puis il y a le moment précis où on balance Camoulox. Ça, il n'y a pas de règle pour ça. On fait ce qu'on veut. On gagne quand on veut, à ce jeu-là. On gagne quand on veut. Quand on en a marre. Oui. Ok. Bon bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi et longue vie au site. Bon, merci beaucoup. Salut.